Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur le stand Démo Technique sponsorisé par Trend Micro. Le sujet qui va être abordé, le retour d'expérience sur cartographie des actifs et gestion des vulnérabilités en environnement OT. Pour nous parler de ce sujet, eh bien, j'ai à mes côtés monsieur Laurent Duquesne et monsieur Christophe Redon de la société Framatome. Messieurs, vous avez 30 minutes. Merci beaucoup, bonjour, bienvenue à tous. Merci de venir assister à ce retour d'expérience. Je suis Laurent Duquesne, je suis directeur produit et R&D chez Framatome et je suis avec mon collègue Christophe. Donc moi, je suis responsable de l'équipe opération Framatome Cybersécurité à Massy. Voilà, donc au sommaire aujourd'hui, on va vous parler de notre approche du maintien en conditions de sécurité, des défis opérationnels qu'on voit voilà, dans le maintien en conditions de sécurité chez nos clients. Et puis on vous fera 4 démos pour vous mettre ce retour d'expérience en images. Quelques mots sur Framatome Cybersécurité. Donc Framatome Cybersécurité, on est un intégrateur de solutions de cybersécurité OT. On est aussi un éditeur de solutions de cybersécurité. Framatome Cybersécurité, c'est environ 200 personnes, 800 clients, une empreinte, on va dire, géographique entre la France et les États-Unis. Et on capitalise sur 30 ans d'expérience en sécurisation d'infrastructures critiques, notamment le nucléaire. Framatome Cybersécurité s'est construit plus récemment sur des acquisitions de sociétés, notamment un intégrateur de cybersécurité aux États-Unis, Foxguard, et puis l'acquisition de 2 pépites françaises de la cybersécurité, donc CyberWatch qui est une solution de gestion de vulnérabilité, et Alentis qui est une solution de protection réseau et de détection des menaces sur le réseau. Et donc chez Framatome Cyber, on intègre nos produits de cybersécurité, on fait aussi du field service pour installer des solutions de cybersécurité et on offre nos solutions en service managé. Maintenant, je vous propose de rentrer dans le concret et de vous décrire notre approche pour le maintien en conditions de sécurité des systèmes industriels. Voilà, nous, on a conçu finalement ce cycle vertueux du maintien en conditions de sécurité, qui est un cycle voilà, qui se répète à l'infini. L'enjeu, c'est vraiment d'améliorer en fait sa pratique à chaque fois qu'on déroule le cycle et d'y aller progressivement sans se mettre trop de challenge, sinon voilà, on se casse en route. Première étape du cycle, c'est la consolidation des actifs. C'est une étape qui est vraiment clé parce que si on veut faire du bon maintien en conditions de sécurité, il faut mieux savoir voilà, ce qu'on a dans son inventaire. L'étape qui est directement liée à ça, finalement, c'est contextualiser ces actifs, savoir mettre une signification opérationnelle sur un groupe d'actifs. Ensuite, on va identifier les menaces au niveau du réseau, les défauts au niveau du réseau. On va identifier les vulnérabilités informatiques ou les erreurs de configuration qui potentiellement impactent le setup. On va surveiller les correctifs et on vous parlera de cette activité-là. Et finalement, là, on a fait la première phase du MCS qui est la consolidation et l'identification des menaces. Ensuite, on va enchaîner sur une étape de priorisation par le risque et de remédiation. Et là aussi, c'est des choses qui ne sont pas triviales. Donc, on va prioriser par le risque pour savoir, voilà, on va démarrer par ce qui est le plus important. On va analyser les correctifs qui sont disponibles ou les mesures d'atténuation. On le sait que voilà, dans les environnements industriels, appliquer des correctifs, c'est voilà, parfois pas une option du tout. Et donc, du coup, il va falloir trouver des mesures d'atténuation alternatives. Ou alors, si on veut appliquer des correctifs, il va falloir s'assurer qu'on a bien les bonnes dépendances entre les patchs et les systèmes d'exploitation pour ne pas mettre en vrac, finalement, sa chaîne de production. On va valider ces correctifs pour vérifier que tout marche bien. On va déployer les correctifs. Et la dernière étape, avant de redémarrer un cycle, c'est de vérifier que ce qu'on avait dit qu'on allait faire, on l'a bien fait. Les challenges de cette approche, finalement, on le voit à peu près chez tous les clients, il y en a 4. Le premier, c'est connaître ses actifs. Et les analystes le disent bien, Gartner a un chiffre à peu près de 60% des industriels qui ont un inventaire qui est dans l'à peu près, qui est flou ou qui est voire même inexistant. Donc ça, c'est vraiment le premier défi et Christophe va vous le détailler. Deuxième étape, identifier les faiblesses. Et les faiblesses, ce n'est pas seulement des vulnérabilités informatiques, ça peut être bien plus large que ça. Ensuite, voilà, séparer le signal du bruit pour pouvoir se concentrer sur ce qui est important. Et finalement, la dernière étape,
organiser son effort pour remédier efficacement avec des acteurs sur le terrain qui ont comme objectif de maintenir leur cycle de production. Donc le premier défi, juste avant la démo, c'est consolider ses sources d'actifs. Pourquoi c'est compliqué? Parce que finalement, un inventaire d'actifs, il est siloté dans différents endroits. Il est siloté déjà de manière organisationnelle. Et quand on a un responsable sécurité, on va avoir des infos côté IT qui en général sont bien centralisées dans une CMDB. Côté OT, les infos sont là, mais parfois dans un périmètre d'un fournisseur OEM, parfois c'est chez un intégrateur, parfois c'est dans une GMAO. On a des pratiques différentes sur les sites, on peut avoir différentes technologies. Et donc, il faut apporter des réponses pour pouvoir, sans tout refaire, finalement, uniformiser et s'assurer qu'on a une base solide d'inventaire pour pouvoir passer à l'étape d'après. Et Christophe, je te passe la main pour la suite. Eh bien, merci Laurent. Effectivement, la variété des actifs que nous avons, il est nécessaire d'avoir plusieurs types d'approches pour consolider, pour découvrir nos actifs. Donc, cette approche, elle se différencie notamment en fonction du type d'actifs qu'on a et surtout des différents systèmes d'information qu'on a, que ce soit IT ou OT. Notre solution CyberWatch, donc, elle permet de consolider un grand nombre de découvertes d'actifs en commençant déjà par récupérer ce qui est déjà existant chez les clients. Donc on intègre déjà les inventaires existants dans notre inventaire. On peut, par des sondes de monitoring passif, importer directement le résultat de ces sondes dans notre inventaire. Et après, on peut faire une découverte par scan actif ou par découverte actif, que ce soit avec ou sans agent, ou alors sur des actifs qui sont air gap et qui sont complètement déconnectés du réseau. Et si, une fois qu'on a fait toutes ces découvertes-là et tous ces ajouts-là, on peut même consolider par des déclarations manuelles si besoin. Donc maintenant, je vais vous passer une petite démonstration de notre outil. Donc ici, on a l'inventaire qui est donc une consolidation de tous les modes de découverte que l'on a pu avoir, que l'on a sur la colonne. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir une vision complète de son inventaire. C'est un des piliers du maintien en condition de sécurité. Si je vais sur un actif industriel, par exemple ici un Modicon 340, qui a été monitoré de manière passive, j'ai réussi à obtenir une version, donc la version du software qui se trouve sur le Modicon, qui est largement suffisant pour après rechercher sur les bases de vulnérabilité et trouver les vulnérabilités. Donc c'est une première consolidation via un mode passif de cet actif. Maintenant, si je prends un poste Windows, genre poste HMI, que j'ai scanné de manière passive, toujours pareil, en fait, je vais remonter aucune technologie. Tout ce qu'il va me dire, c'est qu'il va me dire c'est un Windows 10, point. Par contre, le scan passif, il permettra, lui, si on analyse le réseau, d'avoir tous les échanges sur le réseau pour cet actif-là, les protocoles utilisés, les ports qui sont ouverts, les adresses IP, et tout ce qui permet d'analyser vraiment nos défauts de sécurité sur le réseau. Je ne peux pas les remonter ici, mais grâce au logiciel d'analyse réseau, je pourrais les remonter. Maintenant, je vais vous montrer la différence entre un scan actif et un scan passif, notamment sur ce poste HMI-là. Donc j'ai mis ici à gauche le poste HMI en mode scan actif, avec ou sans agent, par exemple, et la liste des technologies. On voit très bien qu'en mode actif, je suis capable de récupérer la liste complète de toutes les technologies qui se trouvent sur cette machine-là, les câbles de sécurité installés, mais aussi tous les softwares qui sont installés sur cette machine-là. Donc j'ai vraiment une information complémentaire par rapport à un scan passif. Donc en résumé, un scan passif va permettre vraiment de faire une première découverte de notre réseau, des actifs qui sont sur le réseau. Et ensuite, avec un scan actif, on va pouvoir faire un zoom plus en détail et avoir plus de détails sur les machines. Et donc, je redonne la main à Laurent pour l'identification des faiblesses.
Merci Christophe. Donc, grâce à la première phase d'Asset Inventory, on a pu unifier et standardiser, on va dire dans un endroit unique, la source, enfin tout l'inventaire d'assets, et on va pouvoir passer à la phase d'identification des faiblesses. Donc, les faiblesses au sens large. En général, on connaît les faiblesses, les vulnérabilités, les CVE qui sont identifiés par des scores CVSS. Mais voilà, il y a plus que ça. Il y a aussi les défauts de configuration qu'on va pouvoir voir, par exemple, sur des machines Windows ou Linux, comme des mots de passe qui ont été laissés par défaut, ou des ports qui sont restés ouverts, des serveurs de temps qui sont pas configurés sur la machine. On peut avoir aussi des défauts réseau avec des VLAN qui sont mal cloisonnés, ou des protocoles qui continuent d'être utilisés et qui sont obsolètes. Un dernier point, c'est veiller les patchs qui sont disponibles. Et dans l'outil, finalement, des patchs disponibles pour des TIA Portal, par exemple, c'est, vous le savez, assez adhérent avec, on va dire, la version d'OS et les KB. Donc savoir qu'il y a des correctifs qui sont disponibles, c'est une super bonne chose. Par contre, avoir une vue qui va vous permettre de vous dire, ce patch-là, il est adhérent avec telle et telle version de KB, et s'il y a tel logiciel à côté, ça va vous mettre en vrac votre HMI et votre chaîne de prod. C'est quelque chose qui est assez intéressant à avoir. Donc toute cette veille, finalement, c'est quelque chose qu'on peut faire de manuellement, qui est assez chronophage, parce que voilà, il ne suffit pas juste de veiller la source du NVD, mais il faut aller veiller différentes sources, les CNA, parce que le NVD en ce moment est en retard. Il faut aussi aller veiller les alertes des vendeurs, les alertes du CISA, aller regarder aussi les kits d'exploit qui sont disponibles. Donc c'est un travail qui est compliqué, et Christophe vous montrera comment finalement faciliter et outiller tout cela. L'étape naturelle, après, une fois qu'on a identifié tous ces défauts, et il peut y en avoir plusieurs dizaines de milliers, ça va être de prioriser. Prioriser, c'est important, parce que si tout est critique, finalement, plus rien n'est important. Et donc, on a une approche où on va filtrer en se basant sur le risque, et on peut voir ça comme un filtre avec 4 tamis. On va commencer par prendre le risque avec sa sévérité théorique. Par exemple, pour une vulnérabilité, on va se baser sur le score CVSS de base, ce qui va nous permettre de faire un premier filtre. Ensuite, le deuxième filtre qu'on recommande, c'est de s'attacher à l'exploitabilité du risque, et donc de regarder dans les listes du CISA ou de l'ANSSI si cette vulnérabilité fait partie des vulnérabilités qui sont en cours d'exploitation active. On peut aussi aller regarder si sur les différentes sources d'exploit sur Internet, on retrouve des kits d'exploit, mesurer leur niveau de maturité. On peut regarder d'autres scores, comme le score EPSS, qui permettent de prédire la capacité de cette vulnérabilité à avoir un exploit dans les jours à venir. Ça fait le deuxième niveau de risque. Le troisième niveau de risque est assez important dans l'outil, c'est la criticité de l'asset. Et là, l'important, c'est de pouvoir discuter avec ces équipes, d'avoir une bonne connaissance finalement de l'environnement pour pouvoir distinguer des assets ou des groupes d'assets qui vont supporter une fonction de production qui est critique. Par exemple, une presse hydraulique, et si ce groupe d'assets tombe, il n'y a plus rien qui sort du site et on a des réels problèmes financiers. Ou finalement, si ce groupe d'assets va supporter des actifs de test, ou des actifs avec des fonctions plus secondaires qui sont moins graves, et donc on pourra prioriser un peu moins l'effort. Et enfin, le dernier filtre, ça va être les contraintes opérationnelles. Et là aussi, ça nécessite de bien connaître l'environnement et les opérations. Donc, des exemples. Dans la santé ou dans le domaine du nucléaire, qu'on connaît bien chez Framatome, quand on fait une action de remédiation sur un périmètre qui est qualifié, il faut repasser par une phase de qualification qui peut être assez longue et coûteuse. Forcément, on fait cette phase sur des arrêts tranches tous les 10 ans, par exemple, dans le nucléaire. A contrario, on peut avoir des environnements industriels qui vont avoir des fenêtres de maintenance qui sont tous les week-ends, tous les quarters. Et là, il est plus simple de pouvoir intervenir.
Voilà. Je vais terminer là-dessus. Donc, en fait, l'enjeu de la priorisation, vous l'avez compris, c'est de partir de plusieurs dizaines de milliers de défauts qui ont été repérés et d'arriver à un niveau, à un nombre de défauts qui est, on va dire, humainement manageable par vos ressources en présence. Voilà, ça peut être quelques dizaines de défauts à traiter sur un quarter ou sur une année, ou quelques centaines de défauts en fonction de la taille de vos équipes. Merci Laurent. Donc je vais continuer avec la démo. Donc effectivement, une fois qu'on a réalisé l'inventaire, il est nécessaire d'identifier les vulnérabilités, les défauts de sécurité, les problèmes de configuration. Donc je vais reprendre l'exemple de mon actif industriel, mon Modicom 340 qu'on a vu tout à l'heure, où on avait une technologie, on avait la version du firmware qui était présente. Donc grâce à cette version du firmware, CyberWatch récupère la liste des vulnérabilités qui sont associées à ce firmware-là et qui sont présentées avec le score CVSS notamment. Et dans la partie patch management, CyberWatch propose de passer à la dernière version de ce Modicon. Donc là, il faudra faire l'analyse pour voir si c'est applicable à notre environnement. Si je reviens à ma comparaison de mes deux postes HMI en scan actif et scan passif, donc on avait vu que la différence de technologie, donc aucune côté passif et toutes les technologies côté scan actif. Maintenant, si on compare la liste des vulnérabilités, elle est aussi très intéressante. C'est que côté passif, on va voir toutes les vulnérabilités de Windows 10 depuis le début de Windows 10 parce qu'on ne sait pas quels sont les KB qui ont été installés. Et côté actif, j'ai vraiment une liste de vulnérabilités qui est réduite et applicable à mon environnement. Et j'ai aussi les vulnérabilités liées aux autres logiciels. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire, toujours comme je disais tout à l'heure. Et le scan actif est nécessaire pour ne pas avoir de faux positifs. Une fois qu'on a identifié, il faut passer à la priorisation. Donc quoi de mieux qu'un tableau de bord, déjà pour savoir où on en est, pour suivre l'évolution, pour avoir la quantité de CVE prioritaire. Donc pour avoir ces CVE prioritaires, comme le disait Laurent, un des points importants, c'est la criticité des actifs. Donc chaque actif ne va pas gérer des informations identiques, des informations qui peuvent être importantes, critiques pour l'entreprise, des processus importants et critiques, d'autres moins importants. Donc il faut déjà mettre une criticité à chacun de nos actifs en fonction des informations et des processus gérés. Et après, CyberWatch, grâce à ces informations-là et les informations qu'il récupère sur les vulnérabilités, comme le score CVSS, le score EPSS, plus les informations qu'on va rentrer sur la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité, va permettre de lister les vulnérabilités prioritaires pour chacun des assets. Si je prends une Engineering Workstation, par exemple, j'ai une liste de technologies avec des KB, comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, j'ai la liste des vulnérabilités. Et sur la colonne avec la petite cible rouge, vous voyez les vulnérabilités qui ont été identifiées comme prioritaires en fonction des paramètres que j'ai rentrés. Et CyberWatch me donne ici, côté patch management, propose tous les patchs disponibles pour corriger des CVE et notamment m'indique combien de CVE seront corrigés, combien de CVE prioritaires seront corrigés. Donc à partir de là, il faudra faire une analyse de chaque CVE par rapport à mon environnement. Donc CyberWatch propose notamment d'avoir une vue comme celle-ci sur chacune des CVE pour avoir la description de la CVE, le scoring de la CVE, un accès aux security notices des bases gouvernementales et internationales ou alors des différents vendors et me donne la liste des assets qui sont impactés par cette CVE. Donc une fois que CyberWatch m'a donné toutes ces informations-là, il va falloir que je les analyse et qu'on les contextualise en fonction de mon environnement industriel et que je choisisse le bon plan de remédiation, le plan de remédiation adapté. Et donc je redonne la main à Laurent pour la partie exécution du plan de remédiation. Merci Christophe. Le plan de remédiation, c'est la dernière étape et finalement c'est la plus importante parce que voilà, si on ne fait pas correctement son plan de remédiation, toute l'énergie qu'on a dépensée pour arriver jusque-là, finalement, elle est gâchée. Le plan de remédiation, en général, il est défini par les analystes qui ont pu prioriser les vulnérabilités,
qui auront analysé chacune des vulnérabilités, les security alertes des vendeurs, et qui proposeront la remédiation adapté au contexte, aux contraintes opérationnelles, qui peut être en deux temps. Hein. D'abord une mesure d'atténuation du risque, et puis voilà, sur un arrêt de tranche par exemple, une mesure corrective avec l'application d'un patch, ou qui peut être une déconnexion réseau ou d'autres choses. Une fois que ce plan est défini, c'est vraiment important de pouvoir rencontrer les parties prenantes pour pouvoir leur vérifier avec eux l'applicabilité de ce plan de remédiation, de pouvoir prendre date sur, voilà, pour corriger, pour appliquer la remédiation, d'assigner voilà, des tâches de remédiation à des groupes de personnes pour savoir qui va effectuer sur le terrain la remédiation. Ensuite, on passe à la phase d'exécution. Et ce qui est assez important, et Christophe va vous le développer, c'est de pouvoir finalement mesurer la performance globale du cycle de maintien en conditions de sécurité en se définissant des objectifs de temps de correction en fonction de la criticité du système. Et le fait de vérifier, de faire du reporting permet de savoir si voilà, on respecte les objectifs qu'on s'était donnés. Donc merci. Donc oui, en tant que responsable de l'équipe opération, ce qui est le plus important pour mes clients, c'est le livrable qu'ils attendent, c'est le plan de remédiation. Donc ça, c'est vraiment une chose. Mais ce qui est le plus important pour maintenir son niveau de sécurité, c'est que ce plan de remédiation, il soit implémenté. Et pour l'implémenter, il faut suivre son implémentation et vérifier qu'elle est faite. Donc c'est pour ça qu'on met systématiquement en place des indicateurs avec le client, pour pouvoir s'assurer que le plan, l'implémentation du plan se passe bien et que le niveau de sécurité de son infrastructure augmente à chaque cycle. Donc on met des indicateurs simples de suivi d'action par SI et par type d'action corrective ou des patchs. Mais surtout, ce qui est le plus important, ça va être le temps de remédiation que l'on met pour chaque type d'actif. Donc on définit cela avec le client, notamment pour des actions critiques par exemple, et en fonction du niveau d'acceptation de risque du client, il va dire voilà, moi si j'ai une action critique, il faut qu'en 15 jours elle soit corrigée parce que je ne peux pas me permettre plus. Donc on va mesurer ça sur les actions critiques, ce temps, et vérifier s'il n'est pas dépassé. Et donc mesurer ça en temps moyen, qu'on appellera MTTR, qu'on va mettre sur 6 mois. Et donc ça nous donnera en fait une performance et une vélocité globale de mon process de remédiation, ce qui est vraiment quelque chose le plus important. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait ce premier cycle, comme le disait Laurent au début, c'est le maintien en condition de sécurité, c'est un cercle qui se répète, itératif et infini. Et donc il faut continuer. Et donc je repasse la main à Laurent pour vous parler du VOC. Finalement, quand on l'implémente chez soi, ce cycle vertueux du MCS, nous on appelle ça le Vulnerability Operation Center. On en a même fait une offre en service manager où finalement on vous propose d'accompagner vos équipes pour dérouler ce cercle vertueux. Et au-delà de la réduction durable de votre exposition au risque cyber, ça vous apporte un gain de temps et un gain de ressources qui vous permettent de vous concentrer sur des activités qui vous sont autres. Vous l'avez compris, ces services est basé sur des solutions souveraines, sécurisées, made in France. Et en ce moment, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est un service qui va s'intégrer à vos outils et à vos process existants. L'enjeu, c'est pas de vous rajouter une couche d'outils. Voilà, si vous avez déjà des informations, si vous avez un asset inventory, on va se servir de ce que vous avez déjà. On va le compléter si nécessaire avec différents mécanismes, comme Christophe vous l'a démontré. Et puis ensuite, pour le plan de remédiation, on va directement, on peut se brancher sur vos systèmes de workflow pour vous déclencher les plans de remédiation, les actions de remédiation et les suivre avec vous. C'est aussi intéressant avec la réglementation qui s'affirme, qui s'améliore. Ça vous permet de vous préparer à réduire vos risques de non-conformité. Et enfin, c'est vraiment une approche sur mesure où on va s'adapter à votre maturité cyber, on va s'adapter à vos enjeux métiers et on vous accompagne sur la durée. Avant de prendre des questions,
je vous encourage à passer nous voir sur nos différents stands de la famille Framatome Cyber. Si vous parlez de maintien en conditions de sécurité au sens large ou d'intégration d'outils, vous pouvez passer nous voir sur notre stand Framatome Cybersécurité. Si vous voulez voir notre logiciel leader de gestion des vulnérabilités, vous pouvez aller voir CyberWatch sur la zone Exatrust. Et si vous voulez voir toute la gamme de produits qualifiés d'Alantis, voilà, les produits de protection de réseau et détection des menaces, allez sur le stand Alantis. Voilà. Si vous avez des questions, on sera heureux d'y répondre. Bon, bonjour, merci pour la présentation. Je voulais juste savoir si votre solution elle s'appliquait à tous les secteurs d'activité. Comme vous avez parlé tout à l'heure de la santé, mais typiquement un hôpital qui doit surveiller son parc avec tout un tas de matériel OT, et un DUS aussi bien sûr. Est-ce que vous avez des clients comme ça ou pas du tout? Alors, CyberWatch a beaucoup de clients dans le monde de la santé, un grand nombre d'hôpitaux en France, et j'allais même dire de plus en plus. Pour ce qui est de la couverture, on va dire, des différentes technologies, CyberWatch a une très grande couverture de technologies. Et voilà, si on tombe sur le terrain sur des technologies que le logiciel ne couvre pas encore, les équipes techniques sont très très réactives pour les prendre en compte dans le logiciel. On a encore quelques minutes, si éventuellement il y a des questions, monsieur. Bonjour, ça a peut-être été dit, mais est-ce que votre solution est SaaS ou on-premise? Eh ben, c'est une super question. La réponse est les deux. Voilà. CyberWatch aux origines est un logiciel complètement on-premise, donc on va dire une grande partie des clients l'installent complètement on-premise. Si vous le voulez en SaaS, c'est possible aussi. Et quand Christophe opère CyberWatch pour les clients, il y a aussi le choix de les opérer sur notre Cloud Anneau ou de l'opérer chez le client. Voilà. Très bien. Et c'est un système de licence en termes de prix, c'est un système de licence par asset quand on prend la formule logicielle. Après, quand on prend le service manager, il y a une partie qui est à l'asset et puis il y a une partie qui est un petit peu sur mesure en fonction de où est-ce que vous voulez aller dans le plan de remédiation. Voilà. Merci. Ah, question. Il nous reste encore 2 petites minutes. Merci, bonjour. Vous avez beaucoup parlé de vulnérabilité au sens CVE. Est-ce que vous prenez en compte aussi les vulnérabilités de type plutôt défaut de configuration? Je prends un exemple, une machine Windows peut très bien avoir des CVE, mais à côté de ça, des local administrateurs qui ne sont pas du tout ceux qui devraient être. Ou une machine pourrait être dans un Active Directory et avec des problèmes d'ACL sur les objets Active Directory, l'objet en question. Donc, est-ce que ça, comment vous le prenez en compte dans votre solution en termes de vulnérabilité plutôt liée à la partie compliance, configuration, qui peut être aussi critique de temps en temps qu'une CVE? Ok. Là aussi, il y a un module de conformité qui va comporter plusieurs dizaines de milliers de règles et qui permettent de détecter des défauts de configuration, comme vous venez de le préciser. Donc la réponse courte, oui, c'est couvert. Et si jamais voilà, vous avez des politiques de sécurité qui vous sont spécifiques, c'est possible aussi de coder avec un langage, on va dire, assez simple, de coder vous-même vos règles spécifiques custom et de les appliquer sur un parc de machines. Voilà. C'est assez pratique, par exemple, quand on a une partie du réseau qui est livrée par un intégrateur, par exemple, et voilà, qu'on lui demande de s'assurer qu'il y a tout un tas de règles qui ont été appliquées, finalement, on fait rentrer la machine dans le périmètre supervisé avec CyberWatch et on voit tout de suite si les règles ont bien été respectées. Eh bien, messieurs, dames, ce que je vous propose, c'est, je vois vous avez mis vos stands à l'écran. Si vous avez des questions, comme on va mettre en place la démonstration suivante, qu'on applaudisse ces messieurs, monsieur Duquesne et Redon.